Bonjour à tous, merci d'être là ce soir pour écouter donc cette petite conférence. Alors je vais essayer de faire rapide parce qu'on est un petit peu en retard. Si vous avez des questions, on les garde pour un peu plus tard, éventuellement pendant le pot, s'il y a besoin. Donc les plantes bioindicatrices, on va parler de ça. Alors déjà je vais me présenter rapidement. Donc je ne suis pas un naturaliste et j'ai une approche qui est assez pragmatique. Comme vous allez voir, je suis scientifique. Donc je suis fils de viticulteur sur Nancy. J'ai un master 2 en œnologie, en pédologie. En pédologie. En pédologie, c'est la science de la vigne. Voilà. En pélos, c'est le dieu grec de la vigne. J'ai un doctorat en biochimie végétale sur les interactions plantes pathogènes, vigne botrytis. J'ai été chargé de recherche en œnologie et je suis aussi guide composteur. Voilà, donc c'est toutes ces choses. Je fais du jardinage en permaculture aussi, voilà, et toutes ces choses m'ont amené à créer mon activité qui s'appelle Alternativity en 2018 au sein d'une coopérative d'entrepreneurs, Synerco. Mon objectif personnel dans mon conseil et mes formations, c'est que ça vous redonne du sens à votre viticulture et que vous preniez plaisir enfin à la viticulture, parce que je pense qu'il y a une majorité des viticulteurs, en Champagne au moins, que ça ennuie d'aller dans les vignes. Voilà. Ça vous ennuie pas? Alors, je pense qu'il y en a 80% des viticulteurs qui n'aiment pas ça. Mais, bon, bref. Donc je pense qu'intuitivement, on sait que les plantes qu'on a dans nos parcelles, elles veulent dire quelque chose. Quand vous avez ça là, la prêle. Qu'est-ce que c'est? Voilà, vous avez l'eau. Et ça? Le pissenlit. Ouais. Vous savez ce que c'est, le pissenlit? Voilà, beaucoup d'azote. Oui, alors, vous savez, j'ai tout. On peut passer tout de suite au pot. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc, on va passer en revue déjà quelques croyances ou idées reçues. Les adventistes de ma vigne, est-ce que ça vient de la parcelle du voisin, ou bien parce qu'elle est sale et puis qu'elle a plein de graines, ou alors c'est la banque de graines du sol? Bon, en fait, donc l'INRA a quantifié des semences qu'on a dans un sol, sur un sol par mètre carré, et on voit qu'en terre propre, avec la terminologie des années 80, une terre qui était propre a 2000 à 5000 graines par mètre carré quand même. La moyennement propre avec 5000 à 10 000 graines, et puis la terre qui est sale a plus de 10 000 graines par mètre carré. Donc vous voyez qu'il y a déjà une banque, vous avez déjà une banque de graines dans votre sol. Voilà. Qui va s'exprimer, c'est-à-dire que les plantes vont pousser ou pas, selon les conditions qu'elles vont avoir. Voilà. Et ensuite, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que la durée de conservation des graines dans le sol. C'est qu'il y a certaines plantes qui vont avoir une banque de graines qui va pouvoir rester très très longtemps. Pour faire vite, vous voyez, la renouée des oiseaux, le record de longévité qui a été trouvé pour cette graine-là, c'est 5 siècles. Et puis le kénopode, 17 siècles. Donc on peut avoir, alors en sol viticole, je ne pense pas qu'on puisse avoir des records, des choses aussi longues, mais un kénopode, si ça reste 50 ans, voilà. Quoi. Vous allez beau faire tout ce que vous voulez, dans 50 ans, il y en aura encore. Et la marante aussi. La marante aussi, oui, ça va rester longtemps. Quelques croyances ou idées reçues. Alors, le sol n'est pas quelque chose de figé. Moi, j'ai pour habitude de dire, quand on est dans une parcelle de vigne, si c'est une parcelle familiale, eh bien, le sol de votre grand-père, le sol de votre père, votre sol, le sol que verra vos enfants, ben, c'est pas le même sol. Vous comprenez pourquoi je dis ça ou pas? Vous voyez, ici, alors là, je vous ai mis en photo. Là, c'est mon jardin, c'est dans mon jardin. Dans mon jardin, quand j'ai commencé à faire du jardinage, ben, ça fonctionnait pas bien. Parce que vous voyez, le sol, c'est ça, c'est de l'argile pure. D'accord? Et maintenant, en fait, je fais des apports massifs de biomasse, et le sol, maintenant, il devient noir. Noir, ça vient du terreau. Et c'est pour ça que je vous dis que le sol, en fait, c'est pas figé. Parce que, quoi qu'on fasse, ou quoi qu'on fasse pas d'ailleurs, le sol va être en dynamique constante. Il va évoluer.
Alors quelqu'un qui vous dit ah bah moi j'ai un sol qui est hydromorphe, je peux rien y faire, mis à part poser des drains. Non, c'est pas vrai. Vous avez un sol hydromorphe, vous avez un sol compact, vous pouvez très bien y faire. Vous avez des choses à faire. Vous le faites ou vous le faites pas, mais c'est de votre responsabilité. Voilà. Donc pour des exemples qui vont être un peu plus parlants pour vous, moi quand j'étais gamin, quand mon père revenait des vignes, il disait ouais j'en ai marre, il y a de la renouée persicaire partout, j'ai de la morelle partout, j'en ai ras le bol. Bon ben de la renouée persicaire, vous en avez déjà vu vous dans les vignes? Là actuellement? J'en ai pas vu. Le seul endroit où j'en ai vu, c'est dans les bois, dans les bauges, où les sangliers vont s'amuser, faire pipi caca, mais il n'y en a plus. Et la morelle noire, il n'y en a quasiment plus. Ah ben, par endroit. Mais là, dans ce cas-là, il faut vous questionner sur vos pratiques. Parce que c'est une plante qui adore l'azote. Ça adore l'azote, la morelle noire. Si vous diminuez vos apports azotés, la morelle noire, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, nos pratiques peuvent influencer, peuvent dégrader, mais aussi aggrader nos sols. Alors la gradation des sols, c'est un mot qu'on ne connaît pas, parce qu'on l'utilise très peu, mais on peut très bien l'améliorer. Voilà, et on va modifier ainsi la germination des adventices. Les adventices, alors c'est la démarche qui est prônée par certains, qui s'appelle la démarche sol vivant. Et là, on modifie le sol régulièrement. Donc, il y a également une variation et une perte de biodiversité des adventices. Donc, pour faire rapidement, en 30 ans, là c'est des statistiques du milieu agricole. Ah oui, comme je suis scientifique, je mets toutes les sources en bas là, des slides et vous pouvez les vérifier bien entendu, si vous ne me croyez pas. Donc dans le monde agricole, ils ont fait des études et statistiquement ils disent que par parcelle on perd cette espèce d'adventice, on a perdu cette espèce d'adventice. Voilà, près de la moitié de la flore globale aussi a changé. C'est-à-dire que la flore des adventices en agricole, il y a 30 ans, ben, il y en a moitié qu'on n'a plus maintenant. Voilà. Et les plantes peuvent aussi indiquer quelque chose de la dynamique du sol. Voilà, alors, on a eu un glissement sémantique et on est passé de mauvaise herbe à adventice puis à plante bioindicatrice. Alors la mauvaise herbe, c'était la plante indésirable à l'endroit où elle se trouve. L'adventice, c'est une plante étrangère à la flore indigène qui est accidentellement introduite et qui peut s'installer. Et puis maintenant, en fait, on a ce que dit ce monsieur, là, Dussert, Gérard Dussert. Lui, il pense qu'une mauvaise herbe, c'est une herbe dont on ne connaît pas encore l'utilité. Voilà, là, c'est carrément pour moi un changement psychologique qu'il faut faire. Mais donc, ce monsieur-là, il a commencé son travail il y a peut-être une trentaine d'années maintenant. C'est un gars qui est adorable. Il a été agriculteur au départ et puis il a commencé à travailler là-dessus. Il y a 30 ans, évidemment, personne ne croyait. Il est même venu en Champagne faire des conférences il y a au moins 15 ans et personne ne l'a cru. Et actuellement, il parle de plantes bioindicatrices et il dit qu'une plante, elle ne pousse pas là par hasard. Quand on la rencontre dans une de nos parcelles, elle a un rôle à jouer à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà. Et il a écrit des bouquins qui sont super. Il faut être un peu de temps quand même. Hein. Il y a 3 pavés comme ça sur l'encyclopédie des plantes bioindicatrices. Et je vous montrerai un petit peu plus tard dans la présentation comment ça se reconnaît. Alors, un listing, alors je vais faire un petit listing sous forme de jeu. Voici les plantes bioindicatrices que moi je connais, que je vois dans les parcelles de vigne. Vous les avez toutes mémorisées, ok, c'est bon. Donc, quelle est cette plante? Alors, on va commencer à jouer. Je vais lancer une petite balle et vous allez la renvoyer dans la balle. La balle, vous allez la renvoyer dans la salle après. Alors, ça, vous devez dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Il y a du trèfle. Non. Le morel. Vous avez un gage. C'est du mouron. Du mouron blanc. Mouron blanc. Alors, le mouron blanc, là, je vous l'ai mis en plus gros, et puis avec la description de ce que vous retrouvez dans le bouquin de Gérard Dussert. Donc, le mouron blanc, c'est une des rares plantes indicatrices. Alors, mouron blanc, hein. Vous faites bien attention parce qu'il y a différents types de mourons.
Le mouron blanc avec les petites feuilles comme ça, les petites fleurs comme ça, blanches, c'était une salade au Moyen-Âge. Donc on peut très bien la manger. C'est une plante qui est comestible et qui est très très bonne, qui est vendue sur les marchés. Donc c'est une des rares plantes qu'on va retrouver dans nos vignes et qui est indicatrice de l'équilibre. Donc elle est très très intéressante. Vas-y, envoyez la balle. Pourquoi elle est intéressante? Du trèfle. Pourquoi elle est intéressante? Elle est intéressante parce que c'est signe de l'équilibre. Votre sol, il est en train de s'équilibrer. Alors des fois, il arrive, c'est une plante qui va s'installer à l'automne, après des pluies, des fois des choses comme ça, donc les excès d'engrais, d'azote, les extraits de pesticides, tout ça sont partis, et donc vous avez du trèfle, du mouron blanc par exemple, il s'installe. Mais il ne faut pas d'herbe. Il ne faut pas d'herbe? Non, parce que il y a une compétition, mais il peut y avoir par endroit de l'herbe et par endroit du mouron, ça ne gêne pas. Donc ça, du trèfle. Pour vous, ça indique quoi, ça, le trèfle? Vous savez pas? Les sols compacts. Hein, dans les pelouses qui sont très, très, très tassées, on va retrouver du trèfle. Vas-y, vous pouvez renvoyer la balle. C'est bien, ça réveille tout le monde comme ça. Voilà, c'est un érigéron du Canada. Pour vous, c'est quoi érigéron du Canada? L'acidité, non? L'acidité du sol? Acidité, non. Sécheresse. Oh, bah non, acidité, non, en Champagne. Sécheresse. Non, ça, ouais, non. C'est compaction et azote. Compaction et azote. Vas-y, renvoyez la balle. C'est pour ça qu'on ne voit plus. Vous avez dit compaction? Ouais. Azote aussi. En fait, toutes les plantes, il y a un petit moyen mnémotechnique assez simple, c'est toutes les plantes qui vont avoir une racine pivot assez longue et forte, ça va être des plantes qui indiquent la compaction des sols. Et le rôle qu'elles ont à jouer dans vos vignes, c'est qu'elles ont un rôle de décompaction. Du coup, c'est comme le radis en fait. Vous étiez tout à l'heure à la plantation. Le monsieur qui veut décompacter son sol avec des radis, il met un radis avec une grosse racine pivot. Du coup, il va décompacter son sol. Et vous pourriez très bien laisser pousser les amarantes ou les érigérons du Canada. Ça marche aussi. Liseron? Ouais. Lequel, liseron? Liseron des champs, ouais. Ça, c'est quoi? Compaction azote, ouais. Vous voyez, vous savez déjà tout, impeccable. Envoyez la balle. Ah. Vous voulez plus jouer? Ah, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas la réponse. Ah, vous savez pas? Malheureusement, non. Vous avez la réponse? Vous avez la boule? J'ai entendu plantain. Alors, plantain, ouais. Lequel? Non, c'est plantain majeur. Plantain à grosse feuille. Et là, vous le trouvez où aussi, celui-là? Chez moi, il pousse entre les dalles. Ouais, compacté, ouais. Sol compacté. Dans les pelouses qui sont très, très tassées aussi. On va voir. Celui-ci, un géranium, oui. Géranium, herbe à Robert. Celui-ci, il indique plutôt que vous avez beaucoup de matière végétale dans vos sols. Et c'est pas Oui, amarante. L'amarante. Oui, amarante. Donc, pareil, c'est compaction et puis azote. Celui-ci, j'aime bien. C'est un plantain. Oui, vas-y. Encore de quelque chose, non? C'est un plantain lancéolé. Ouais. Alors ça, c'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle est très mycorhizée. Et puis c'est une plante que Gérard Doucet indique et qui est de transition. Et alors j'ai vérifié personnellement plusieurs fois. C'est-à-dire que soit votre sol va vers la dégradation, et dans ce cas-là, il y a le plantain qui se met à pousser, et puis après, bon, c'est la catastrophe. Soit au contraire, vous avez un sol qui est très compacté et tout ça, et puis en fait, il va se décompacter. Et dans ce cas-là, vous avez un plantain lancéolé qui se met à pousser. Et moi, c'est ce que j'ai observé dans mon jardin, par exemple, et ce que j'observe maintenant dans les vignes, dans lesquelles on laisse pousser beaucoup d'herbe. Quand on commence à laisser pousser de l'herbe, et ça va décompacter les sols, ou alors dans mon jardin, moi je faisais beaucoup d'apports de matière de fumier ou de paille ou de choses comme ça. Et en fait, le plantain lancéolé, il explose à ce moment-là. Et vraiment dans la transition. Et alors c'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle est très mycorhizée. Et alors, nous en vigne, en viticulture, je pense que ça va être un des points clés de l'avenir, ça va être de remycorhizer nos sols. Voilà. Ça va? C'est quoi comme plante? Ouais, la mousse. Ouais.
Alors, vous la trouverez pas dans les bouquins du CERF, parce que ça veut dire quoi? Ça indique quoi? Humidité. Sur quoi ça pousse la mousse aussi? Les arbres, ouais. Juste en matière organique, non. Moi, ça pousse sur les cailloux pour un gémeaux. Sur les cailloux, sur les tuiles. C'est un sol qui perd de la vie et qui va devenir très très minéral. Donc vous avez de la mousse comme ça. Pour moi, c'est pas bon signe. Ça va? Non, c'est pas un étron, c'est un chardon. Chardon. Vous connaissez là. Vous aimez bien les chardons, hein? Quand vous allez dans les vignes et que vous essayez de les arracher, ça a une racine comment? Ouais. Alors c'est des signes de quoi? Voilà. Ça. Alors, il y a deux plantes. Alors c'est pas une mâche là. Ça ressemble. Il y a ça aussi. J'aimerais bien que vous me disiez ce que c'est. Ouais, c'est une cyanobactérie pour être plus précis, mais ça revient à peu près au même. Vous ne savez pas ce que ça indique, cette cyanobactérie là? Chez moi, elle pousse sur la dalle en ciment. Un manque de vie dans votre sol. Et la petite plante là, c'est du myosotis. C'est ce qui fait des petites fleurs bleues. Ah ouais? Vous savez, pour les bouquets. Petites fleurs de myosotis. Bon, ben ça c'est pareil, c'est qu'on a une perte de la vie dans votre sol. Et donc, du coup, c'est quand même pas bon signe, quoi. Voilà. On a un sol qui devient très très minéral et il n'y a plus beaucoup de vers de terre, par exemple. Voilà. Celui-ci, ils auront des... Celui qui monte. Ouais, c'est celui qui monte. Alors, il est différent du premier. Qu'est-ce qu'il indique, lui, en plus, du premier? Alors, le premier, c'était un compaction et azote. Là aussi, c'est compaction, mais c'est de l'azote nitrite. C'est-à-dire que c'est de l'azote avec en anaérobie. Donc, quand vous avez dans les vignes, alors vous en avez souvent par endroit, en fait. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans cette zone-là, c'est que votre sol, il va pas bien du tout, il est très compacté, mais localement. Et pas forcément à côté. Voilà, donc l'après, on l'a déjà vu. Et je voulais terminer sur celle-ci. Ouais, un tigéranium. Tigéranium, ça vous dit, ça vous parle, le géranium, non? C'est quoi? Ceci de quoi? Azote. Azote. En fait, on a très peu de... Vous n'avez pas dit tout à l'heure... Excès d'azote. Excès d'azote, oui. On a très peu, on n'a aucune plante quasiment... Vous aviez dit matière végétale tout à l'heure. Alors l'autre c'était l'herbe à Robert. C'était géranium herbe à Robert. Non, c'est pas le même. Celui-ci c'est un géranium, c'est le géranium mou. Donc il va tomber. Celui-ci il est plutôt significatif des sols très azotés. Alors je voulais faire rapidement un petit clin d'œil ici aussi. Donc l'intérêt des plantes bioindicatrices, c'est pour avoir une idée de la vie de son sol. C'est soit vous faites ça, soit vous enterrez un slip. C'est un événement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Enterre ton slip. Donc c'est un événement qui est porté de main de maître par Léa Thomas, qui est de la FDSEA. Donc je voulais faire un petit clin d'œil aussi à ça, et ça vous permet rapidement d'évaluer, en enterrant des slips au cours de l'année, l'activité biologique d'un sol. Et vous voyez, bon, on part d'un slip blanc comme ça, et quand vous avez un sol vivant, 3 mois après, On rajouter de coton. C'est un string. c'est un slip en coton sans... Et c'était la même marque au départ? Oui, tout le monde a eu le slip. Alors, il y a une centaine d'agris et de vitis qui ont fait cette action-là, enterre ton slip. Et on avait tous les mêmes... le protocole, et c'est pour ça que j'ai marqué c'est plus sérieux que ça en a l'air. Non, c'est jamais porté, c'est les mêmes slips. Elle a eu du mal à trouver parce qu'il faut 100 slips différents. Donc et vous reconnaîtrez des gens qui travaillent ici qui sont en slip sur les photos. Donc c'était pour ça le petit clin d'œil aussi. Donc c'est aussi pour vous donner une idée de l'activité biologique d'un sol, et aussi pour vous dire que vous voyez, là on se rend compte qu'on a une différence d'activité biologique. Ici c'est mon sol de jardin qui est en permaculture depuis 5 ou 6 ans, et ici c'est dans 2 parcelles de vigne. Et on se rend compte qu'il y a même une différence entre les parcelles. Voilà. Ça vous permet de, si vous ne croyez pas sur les plantes bioindicatrices, ça vous permet d'avoir un autre... Ça prend bien de temps, ça, la dégradation? En 3 mois. 3 mois, oui. Et tous les slips, alors là, ils sont mis en même temps et sont enlevés en même temps. Et à quelle profondeur? C'est mis à 15 cm de profond.
Et c'est un viticulteur qui a gagné Oui, bien sûr, c'est Romain Hénin, qui est au milieu, qui est viticulteur à Haï, qui a gagné cette année. Donc il y avait beaucoup plus d'agriculteurs que de viticulteurs, mais dans les 10 finalistes, en fait, il y avait beaucoup plus de viticulteurs. Donc nos sols ne sont pas morts, hein, comme on entend parfois. On a des sols qui ont parfois des problèmes, mais on était quand même bien classés, quoi, en viticulture. Voilà, donc on peut adapter nos pratiques culturelles. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec des couverts hivernaux ou alors des couverts permanents. Ici, par exemple, c'est moi, je fais un essai dans les vignes familiales avec mon frère. Il a mis du trèfle. Ici, c'est un trèfle nain qu'il a mis. Voilà, dans la vigne. Il reste là toute l'année, aucun travail du sol. Et pour le moment, tout se passe bien. Et il n'y a pas de perte de vigueur, comme on a vu tout à l'heure dans les vignes. Et pour... Il y a de la tente. Oui, sous le rang. Oui, non, pas de tente. Non, pas de tente du tout. Non. Quand ça va pas bien, on le fera, mais s'il y a besoin, on le fait, mais on le fera, mais s'il n'y a pas besoin, non, on ne le fait pas. Donc aussi, pourquoi s'intéresser aussi aux plantes bioindicatrices quand on met ça en place dans un... c'est ce que je dis en formation et puis en conseil, quand on met ça en place dans une exploitation viticole, c'est aussi pour le valoriser. Il faut vraiment que vous montriez que c'est important parce que le client maintenant est très très intéressé par ça. Donc vous voyez, vous pouvez faire des posts Facebook, ou alors, si vous êtes vraiment là-dedans, ou alors vous faites appel à des particuliers, des gens qui dont c'est la spécialité. Ici, il y a ma voisine en plus qui fait des shootings d'inventaire de biodiversité, qui fait des choses qui sont très très belles après, que vous pouvez utiliser dans votre communication. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça, c'est les formations que je fais, principalement avec le CRFPS, qui sont programmées l'année prochaine. Merci. Il y a des questions? Je n'ai pas regardé. C'est bon, c'est parfait.